bienvenue. Ici dans la plénière, je me félicite que vous restiez fidèles. Nous sommes toujours en train de parler de numérisation, changement technologique dans la topographie de la promotion du gouvernement sanitaire. Beaucoup de choses, vous en avez discuté et dans les sous-plénières et dans les ateliers. Beaucoup de choses se sont déjà numérisées et deviennent numériques. Mais ce qui ne veut pas dire que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes. Door open. Radio on. Playing radio. Lights. Lights on. Protein shake. Making protein shake. New York. Loading New York. Set speed. 4. 4. 6. 6. 16. 4. 16. 4. 4. Correction. 16. Oh, hey Brian. Goedemiddag. Up. Nine, down. Lights down. Only 16. Only 16. 4. Fra en klassiker til en annen, her er Summer of 69. 69. Her er neste låt, også en klassiker. 74. 75. You are breaking the world record. 75. 6. Louder, please. Stopping. Oh no. Wrong voice command. Rema 1000. Bare lave priser. Numérique ne veut pas dire par définition futé. C'est une publicité, je crois, de Norvège. Quelqu'un a-t-il repéré le norvégien? Donc, numérisation dans la promotion de la santé. Je me félicite de l'entretien républicain politique. Un conseiller aux États PLR, une femme médecin ancienne Conseil national des Verts. Souhaitez la bienvenue, Madame Gilly et Monsieur Muller. Grüß Frau Gilli. Grüezi, Frau Hallo. Hassler. Grüß Herr Müller, sorry für den Fabian. Oh, macht nichts. Damian. Eigentlich gescheiter. Ja. Yvonne Gilli, Ärztin. Yvonne Gilly est médecin, membre du comité central de la FMH, responsable aussi du dicaster numérisation e-health. De 2007 à 2015, vous étiez à Conseil national du Parti des Verts pour le canton de Saint-Gall. Damian Müller, sénateur PLR canton de Lucerne depuis début septembre. Vous faites partie de la commission de la santé publique et on pouvait lire dans la presse que vous avez déjà accaparé 3 postes, groupe mutuel, FMH, Comparis aussi. Le Blick dit 3 mandats lobbyisme. Voulez-vous dire quelque chose pour votre défense? Je suis très heureux qu'aujourd'hui, la promotion santé m'a aussi invité, et cela sans mandat. Tout ça est OK, vous maîtrisez le tout avec ces histoires de lobbyisme. Vous pouvez être sûr, madame, qu'il est très important qu'on puisse défendre des prestataires et des bénéficiaires de prestations dans un bon contexte, qu'on le prête conseil et qu'on aille acquérir des informations. Je pense que la journée présente démontre le dialogue, le réseautage sont importants, pas seulement sous la coupole fédérale, et non pas que Berne fasse les faux aiguillages pour la population. Voilà, réponse d'un politicien, vous l'avez réalisé. À quel point êtes-vous numérique dans la promotion de la santé, de la prévention? Madame Gilly, Dr Gilly, est-ce que vous avez un compteur de pas? Est-ce que vous avez des retraçabilités de fitness? Non, je renonce à la totalité de ce genre de gadgets, à vrai dire, entre autres, parce que je ne veux pas que mes données, manifestement, soient aussi utilisées de façon commerciale. Mais quant à moi, je me sers d'applis
comme prestataire de service que je suis, c'est-à-dire comme encyclopédie. C'est plus simple d'avoir le smartphone sur homme ou sur femme que de traîner toute une encyclopédie. Et j'apprends, quant à moi, beaucoup de choses de la part des patientes et de patients en matière d'appli. Et donc, cela peut être tout à fait propice à la promotion de la santé. Souvent, c'est aussi la gestion de maladies chronifiées qui est contributrice, qu'on a donc une bonne qualité de vie, aussi si on prend de l'âge, et aussi si d'ores et déjà on est confronté à quelques maladies chroniques. Mais je crois qu'il y a des fitness, comme M. Muller, en matière d'application de sommeil, compteur. Vous devez avoir compte rendu du CERN. Le Conseil d'État Guy de Grave, eh bien, ce matin, le président avait donc un compteur, mais il n'en a pas pour lui-même, on ne le sait pas précisément. Donc, trêve de plaisanterie, pour moi, eh bien, je compte mes démarches comme ça. Je sais combien je me suis par jour parce que je travaille beaucoup lors de mes journées de séance quand je suis à Berne ou auprès donc de mes mandants. Et je crois qu'il faut aussi dire que quant à moi, je n'utilise d'aucune application de sommeil parce que j'ai un sommeil irrégulier. Et j'aimerais qu'on le sache en Chine et ailleurs. Donc, vous avez peur que les données soient en quelque sorte piratées, me semble-t-il. Qu'en est-il auprès de votre médecin de confiance, M. Miller? Est-il numérisé déjà? Est-ce que les ordonnances, est-ce qu'il est fait dans sa griffe illisible comme tous les médecins, ou y a-t-il un document dans l'ordinateur? Comme je le comprends, je le fréquente fortement très rarement, mais quand je le vois, mon médecin, eh bien, il fait partie de ces 80 des médecins suisses qui n'ont pas encore donc de documentation numérique. Je crois que c'est assez difficile de voir ce qu'il écrit me concernant parce que je ne peux pas lire sa griffe. Avez-vous aussi donc une telle griffe de médecin que personne ne peut lire? Non, je n'ai pas une telle griffe à vrai dire, mais je travaille de façon aussi numérique que la plupart des médecins travaillent à l'heure actuelle, c'est-à-dire que quant à moi, et c'est peut-être aussi une question très intéressante, est-ce une transformation numérique? Ce n'est pas encore le cas. Tel serait l'objectif parce que cela nous délesterait de certaines charges en matière de qualité. Ou est-ce une numérisation stricto sensu? Est-ce que je communique de façon numérique, mais j'utilise mon ordinateur comme une machine à écrire autrefois? Mes narratifs de nosologie sont électroniques, mais les données ne peuvent pas être valorisées, étant donné qu'elles ne sont pas structurées dans leur saisie et dans leur archivage. Donc, passer du papier vers l'ordinateur n'est pas une transformation numérique, pas du tout. Mais cette première démarche, je l'ai faite. La plupart des médecins ont fait donc cette première démarche déjà, et cela nous donne un coup de main, notamment de nous décharger de l'administration. Nous regardons la situation de départ en vrac. Il y a une étude de la Fondation allemande Bertelsmann en matière de numérisation et de gouvernement sanitaire. De 17 pays, nous sommes en rang 14. Pas vraiment brio, les petits Helvètes. Estonie, Israël, Espagne sont tous devant nous. Est-ce que, M. Müller, cela n'est pas un peu délicat, un peu pénible pour un radical qui est toujours branché sur le succès, que là, nous soyons en train d'être des porteurs de la lanterne, ou presque? Eh bien, il faudrait aussi récuser les méthodologies. Sur quoi apporter l'enquête et la valorisation? Ça, on le dit toujours, et il faut toujours le dire, pour ne pas comparer des poires et des pommes, mais selon que l'Estonie est très éloignée de nous, très progressiste en matière de numérisation. Et madame, vous le savez pertinemment, il faut être conscient, eh bien, nous sommes quant à nous un État extrêmement fédéraliste qui, bien sûr, respecte l'autonomie des cantons ainsi que celle des assurances maladie. Donc, on ne peut pas faire en quelque sorte un breuvage uniforme. Il faut dialoguer avec les prestataires et les titulaires. Et donc, dans cette statistique, le fédéralisme, nous avons abattu cet atout, mais nous ne sommes pas là où nous aimions être, parmi les top 5. Et la numérisation, eh bien, ne s'arrête pas à la frontière ni à la frontière cantonale. Donc, peut-être faudrait-il sortir des sentiers battus. Si je vois la hospitalisation hospitalière, on a le sentiment qu'on s'arrête parfois aux frontières cantonales. Malgré moi, d'ailleurs, mais soyons conscients, Madame Guillet l'a dit dans sa contribution, la question de savoir est-ce que c'est une transformation. Et chez nous, nous avons la difficulté, parce que nous avons dans 3 langues nationales,
En ne parlant pas de la 4e le remanche, mais on a besoin d'un tel dossier que si, par exemple, dans le dessin ou à Genève, j'ai une urgence chez moi, qu'il ait accès à mes données et qu'il voit d'un seul coup quels sont les médicaments où je serais allergique. Donc ce n'est pas une sinécure, mais parmi les temps qui courent, cela devrait être faisable. M. Muller dit que cela s'explique avec le clochemerlisme cantonal, que nous soyons la lanterne rouge. Madame Guilly, quelle est votre analyse de la situation? On entend souvent dire, M. Muller vient de réitérer, c'est les médecins de ville, médecins de famille qui mettent les pieds contre le mur de cette transformation numérique. Sont-ils les boucs émissaires, les coupables, les voici du rang numéro 14? Non, pas vraiment, parce que les médecins de ville et de famille, ils ne sont pas toujours très identiques, mais en principe, il y en a dans tous les pays. Et ils se battent tous avec les mêmes défis, les mêmes problèmes. Donc, telle n'est pas la cause profonde de ce malaise. Le gouvernement en matière de médecine de ville ou de famille en Suisse doit surmonter plusieurs défis. Entre autres, il faut dire que les médecins sont donc relativement âgés. La démographie est plutôt une atonie démographique. Se ferait la voie simultanément un changement structurel. Il n'y aura plus de cabinets individuels. Ce sont des entités beaucoup trop petites qui ne sont pas économiquement portables. Donc, ils ne pourraient pas non pas ni se payer les infrastructures, ainsi que respecter les conditions cadres du futur. Il y a donc des collectifs médicaux, il y a des maisons de médecins et ce genre structurel se ferait la voie. Les nouveaux cabinets couvrent sont tous numérisés. Donc, il faudrait peut-être aussi, en quelque sorte, accélérer aux médecins leur propre cadence. Ils boudent le dossier électronique. Si on a des chances, transformation, pour économiser des frais, davantage de transparence, des procédures accélérées, la qualité du traitement est améliorée, il y a un diagnostic plus précis, moins d'erreurs, des progrès dans la détection précoce de maladies de nosologie. Bref, ne faudrait-il pas politiquement faire en sorte que ces médecins se la sortent un tout petit peu? Eh bien, quelles sont les conditions cadres que nous voulons statuer? Est-ce que la pression est le bon moyen? Je crois que non. Je crois qu'il faudrait peut-être faire un système incitatif. Exemple, Madame Guilly me contredirait, mais par exemple, si dans le système tarifaire, pour chaque patient, nous introduisions 10 minutes pour l'inscription et que cela était aussi rétribué aux médecins, eh bien, cela serait peut-être une fonction auxiliaire. Vous croyez vraiment? Ce serait une incitation, en effet, mais je ne dirais pas forcément pour l'inscription, mais par exemple pour des informations qui, de façon structurée, sont donc transportées de UADIA et qui sont aussi au bénéfice du patient et de sa santé, et qui nous donne un coup de main d'améliorer la qualité de la chaîne thérapeutique et du traitement. Là, ce serait une incitation. Et des systèmes incitatifs, on le sait à travers l'expérience, ont un impact sur tous les hommes, aussi sur des médecins. Alors, Monsieur Miller, vous êtes donc en train d'appuyer sur la gâchette et vous pouvez faire une proposition dans la Commission de la santé des États. On peut proposer beaucoup de choses. Est-ce que cela est majoritaire? C'est une autre paire de manches. Tout d'abord, il faut mettre en exergue le dialogue avec la FMH, avec les sociétés médicales spécialisées, mais simultanément, il faut faire en sorte aussi de voir quelles sont les innovations qui existent. Par exemple, l'intelligence artificielle sont des modèles qui auront sied à un cabinet médical moderne ou pas. Il faut faire attention que si on parle de la numérisation et de la transformation numérique, eh bien, attention à ce que nous ne jetons pas le bébé avec le bain ou que nous mettons trop de fleurs dans le florilège, alors que ce bouquet risquerait de se flétrir très rapidement et que tôt ou tard, cela aurait donc un biais. Donc, il ne faut pas nourrir trop d'espérance qui trop embrasse ce mal-être. Mais il faut que je vous dise, nous sommes en rang numéro 14. C'était en 2007. La Conf et les cantons, avec la première application de la stratégie nationale e-health, avaient donc commencé. Cela remonte donc à 13 ans et nous sommes en rang 14 sur 17. Eh bien, la Fondation Bertelsmann, dans sa procédure inquisitoire, l'a donc clairement déterminé, en s'y étonnant, mais elle avait aussi posé la question, nous étions en dialogue direct avec donc les hommes et les femmes qui ont donc réalisé cette étude. Donc, la Fondation disait aussi, à supposer que la Suisse parte au large, eh bien, elle peut être plus véloce que les autres. Combien de fois voulez-vous partir? Eh bien, nous avons démontré que nous sommes agiles et la Suisse s'est mise en route. Il y a donc une loi cadre, à savoir
le dossier électronique du patient. Cela ne rime pas avec numérisation, c'est un produit, ni plus ni moins. Ce marché va-t-il s'imposer sur le marché? Qui vivra verra. Mais à titre d'exemple, il y a lieu de dire que la Suisse est assez prépondérante en matière des offres de télémédecine. Là, il y a un projet pilote qui s'ébat à l'heure actuelle. La Suisse, là, serait donc au peloton, en tête du peloton. La Suisse met à contribution tout ce que l'on peut faire à travers la mise à contribution de technologies modernes dans un traitement à distance, pour le dire ainsi. Et sur quoi portent ces examens? Ce n'est pas une chose que je fais au sein du cabinet comme médecin de famille ou de ville, mais ce qui démontre que dans certains domaines, dans certaines régions, eh bien, la Suisse, quant à elle, a une position de pointe et n'est pas partout auprès de la lenteur. Donc, le dossier électronique de patient, il y a beaucoup d'espérance. En avril, cela va se déclencher. Tout sera-t-il arrivé à bon port? On va aller de l'avant. Sans doute au début, eh bien, c'est uniquement côté hôpital que cela est réglé. Au début, il y aura quelques balbutiements initiaux. Il faudra les éradiquer, redresser les mauvais plis. On n'en manquera pas de cela. Il faut aussi regarder de façon très près ces systèmes de Canada, Danemark et d'Estonie pour apprendre et faire des émules, surtout qu'ils ont un système plus centralisateur que le nôtre. Il faut en être conscient. Et en la matière, je crois qu'il faut progresser pas par pas, démarche par démarche. La Suisse a le potentiel immanquable avec la force novatrice que nous gérons dans notre priorité, dans notre territorialité, d'aller de l'avant. Mais ce sont aussi... C'est typique pour les Suisses. Que fait-on de ces données? Que fait-on de ces données et de leur sécurité? Est-ce que nous aimerions que toutes les données soient visibles à tout le monde? Et là, nous sommes tout à fait plein de retenue. E-voting est assez évocateur. Eh bien, parlons très précisément du changement technologique dans la promotion de la santé, dans la prévention. Éviter des maladies, prévenir des maladies, c'est très important. Quelles sont les chances que vous voyez dans la numérisation? Le 90% de la population, peut-être sont-ils plus nombreux encore, sont en ligne. Quel est le potentiel, Madame Guilly? C'est un instrumentaire, ni plus ni moins. La totalité de ces forums ou de ces applis qui sont à disposition de nos concitoyens et les personnes en font un usage très différencié. Dans un atelier où j'étais tout à l'heure, notamment de votre part, il s'est révélé dans une enquête scientifique comme quoi des personnes avec une formation diplôme universitaire, eh bien, sans doute, utilisent plusieurs sources d'information et d'ailleurs aussi les récusent de façon critique si besoin était. Cependant que des personnes qui n'ont pas une très grande éducation eh bien, se forment à travers des canaux de médias sociaux qui, en règle générale, n'ont pas une bonne qualité d'information, à titre général en tout cas. Donc ces personnes, nous devons aller les chercher où ils se trouvent, où ils s'ébattent. Et je le constate aussi dans mon cabinet médical. Un portail bas seuil et accessible veut que les personnes qui ne profitent guère de notre système de la santé, qui ne comprennent pas grand-chose, eh bien, qu'ils me présentent par WhatsApp leurs problèmes. Je n'ai pas besoin de les interpeller. Ils le font comme si de rien n'était. Et quant à moi, de façon très de proximité, style bas seuil, je peux les encadrer. Si je leur dis des réponses simples par ce canal-là, oui, cela fonctionne très bien. Il faut donc se structurer, il faut s'organiser, il faut savoir la façon dont on, comme médecin, avec diligence, on traite avec les données, quelles sont les informations que l'on fait transiter par tel et tel canal, qu'on peut donner à qui de droit et lesquelles ne sont pas transférables. Mais cela démontre un instrumentaire. On ne peut pas donc prendre un instrumentaire, le confier à qui que ce soit. Donc je ne peux pas donc en quelque sorte réparer ma salle d'eau parce que j'ai les instruments. Il faut que j'ai un fermentier qui en sache davantage. Et il en va de même avec la numérisation. Comme le voyez-vous, la prévention, promotion de la santé, Monsieur Muller, quelles sont les possibilités qui se présentent? Si on se souvient des années 1980, où donc, devant le téléviseur, on avait fait l'exercice de ski,
Moi, je connais des gens qui l'ont fait. J'étais trop jeune à l'époque quant à moi. Ich habe es gemacht. Moi, je l'ai fait. Donc, des genuflexions, etc. Mais si l'on voit et si l'on sait que nous avons beaucoup de possibilités qui découlent d'applis sur Facebook et de toutes les utilisations sur Google, vous le savez mieux que quiconque, et mieux que moi en tout cas, eh bien, je crois qu'il faut aussi dire que la prudence est de mise. Chaque appli n'est pas haut de gamme. Chaque recommandation, ce que je pourrais faire est bonne. Non pas chaque portail est bon, qui peut-être prescrit quelques exercices, est bon pour la gymnastique et est praticable à domicile, pour faire des émules. Wie weiß ich, welches gut ist? Comment je sais quelles sont les bonnes applis, les personnes qui ont peu de formation, qui ont des faiblesses sociales, qui leur dit ce qui est bon. On a dit ce matin, on peut avoir un surplus, un marée d'informations. Oui, et peut-être cela vous surprise que je vous le dise, mesdames et messieurs, peut-être faut-il établir des structures cadres et des critères de savoir eh bien qu'est-ce qu'un tel portail peut faire. Ce n'est pas n'importe quoi, que ce soit par la promo santé ou que ce soit par la Confédération d'entente avec les États. Il faudrait voir, mais nous avons un potentiel, mais il convient de voir de façon très ciblée ce que les clients, veut dire les consommateurs, ont besoin. Ils ont besoin, non pas que nous fassions trop de bullshit, comme on dit, de fadaise. Si vous dites il faudrait une ordonnance, une loi, des conditions cadres pour voir si ces 10 applis sont bonnes et le reste eh bien, est certifié. Donc une espèce de bonne facture des marchandises. Un critère, est-ce que c'est un produit médical ou est-ce que c'est un produit consumériste? Mais cela ne saurait suffire. Il est indispensable que nous ayons plusieurs échelons. Il faut d'une part l'habilitation de procéder par la formation régulière. Il est indispensable qu'il y ait aussi des forums de discussion et de contribution pour une bonne qualité. Et Promotion Santé Suisse, mesdames et messieurs, est une instance, est une structure qui donc s'engage beaucoup dans cette direction, tout en étant ratissé au large dans son engagement. Mais c'est aussi bien sûr une tâche publique. Oui, c'est une tâche publique que devrait pour la bonne santé. In fine, personne ne peut se dérober de ses responsabilités ou se défausser sur autrui. Mais dans ce domaine, nous devrions nous développer parce que comme médecin, je peux travailler avec les applis dans le cadre de programmes prescrits et prédéfinis, mais dans le gouvernement sanitaire de base, j'agis donc comme profane. Donc c'est moi-même qui suis dans l'obligation de me positionner par rapport aux applis qui sont servis par les patients qui posent la question « Devrais-je donc continuer cela ?» Et comme profane, il faut que j'élabore. Ce n'est pas ma compétence de base comme médecin et ne le sera d'ailleurs jamais. Ne devrait pas l'être d'ailleurs, me semble-t-il. Et là, je crois qu'il est indispensable que nous ayons factuellement davantage de structures supplétives en matière d'un soutien vraiment qualitatif pour tous les participants. Mais je crois qu'il faut aussi être conscient dans ce domaine afin que ce ne soit pas du saupoudrage. Qui atteignons-nous avec les compteurs de pas? Qui atteignons-nous avec les applis? Sont-ce vraiment celles et ceux que nous aimerions donc animer à faire quelque chose, à bouger davantage, à avoir une meilleure santé, à se nourrir de façon plus correcte? C'est peut-être aussi un saupoudrage parce que nous constatons aujourd'hui tant et plus que la société change. Pas seulement donc cela suffit de faire un match de foot 2 fois par semaine ou d'avoir des équipiers. Si on se recoqueville dans son chez-moi, devant Facebook ou devant d'autres games ou jeux, on ne se meut, on ne bouge plus. Et de façon provocatrice, je pose la question, est-ce que tous ces portails sont-ils tellement utiles pour ces humains? Je crois que non. Eh bien, on parlait d'incitation. Force est de constater qu'il y a donc toujours ces compteurs de pas. Il y a des caisses maladies qui font des réductions sur les primes. Si quelqu'un fait donc 10 000 pas par jour, est-ce que c'est une voie? Parce que si on fait l'économie de primes, on atteindra les bonnes personnes peut-être. Est-ce la bonne voie? Enfin, c'est une possibilité à savoir eh bien, quel est donc le rabais. Et pour d'aucuns qui marche bien, il est bon. Mais donc, une personne qui a un problème de jambes et qui ne peut pas marcher 10 000 pas par jour parce que le corps ne le permet pas, là, il faudra faire aussi une certaine équité en la matière.
C'est donc un instrumentaire qui ne prétend pas tout résoudre. Il faut que l'instrumentaire soit entre de bonnes mains et nous avons besoin aussi des bonnes qualifications pour s'en servir. Cela ne suffira jamais de ne miser qu'être sur la technologie. Il faut toujours le tissu relationnel et toujours les humains, et notamment en prévention, dans la promotion de la santé, parce que dans ce domaine, il faut aussi engendrer des changements du comportement, et je ne change pas l'emporte-pièce mon comportement. J'ai besoin d'un accompagnement. La technologie peut me porter une structure supplétive, mais elle seule ne résoudra aucun problème. Tout à l'heure, vous aurez la possibilité de rebondir sur quelques questions. Mais cet entretien politique avait un titre un peu provocateur. Est-ce que la politique peut-elle faire bon ménage avec le changement technique et culturel? Ou on pourrait dire, est-ce que la politique n'est pas toujours en retard d'une guerre par rapport à l'évolution technologique? La politique, faudrait donc une bonne appli qui fasse un peu diligence. Oui, la politique est en retard d'une guerre parce que je suis sûr et certain, la politique dans tous ces secteurs numériques, nous sommes beaucoup trop inertes, beaucoup trop frappés d'ataraxie. Il faut réfléchir. Eh bien, quelle est la balise référentielle? Quelle est la glissière de notre parcours? Et que fait-on aussi de toutes ces données? Tout ce brassage-là, il faut laisser cela aux forces productrices du marché, parce que si nous commençons donc à réglementer, à réguler en profondeur et en largeur, jusqu'à tel degré la politique est d'accord d'adapter une chose, et ne le fera jamais. Donc, je le dis en toute ouverture sans hommage, parce que nous n'avons pas le savoir pour réglementer tout cela. Est-ce que vous le pensez comme ça? Je le vois exactement comme ça. Je crois qu'il faut donc les verts et les radicaux rament dans la même galère. Ça, c'est tout à fait moderne à l'heure actuelle. Donc, nous avons besoin de protection de données, de sécurité. On a besoin aussi de standards technologiques nationaux afin que nous puissions aussi mettre en corrélation, en interconnectibilité les engins et les agrès. Mais sinon, mon bon produit, eh bien, j'aimerais le faire moi-même. Et ce que je ne veux pas, je n'aimerais pas être entravé dans mon embarras de choix. Si on dit que la recette électronique, l'ordonnance électronique, afin que le médecin ne doive plus, avec sa graphie, avec sa griffe indescriptible, faire l'ordonnance, c'est peut-être bien intentionné, mais si par la suite on nous met à disposition un mauvais produit, eh bien qualitativement, on n'aura pas d'amélioration, plutôt le contraire. Et l'ordonnance est un bon exemple, parce que l'Estonie, eh bien, a introduit l'ordonnance électronique uniquement il y a une année, parce que l'application, bien que cela semble être si simple, posait problème, c'était complexe. Une ordonnance doit être paraphée. Il faut que la même personne doit y apposer son paraphe. Il est indispensable qu'on ne puisse l'oblitérer qu'une seule fois, mais le patient, la patiente doit décider lui-même et elle-même où donc il oblitère cette ordonnance. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait une grande sécurité cautelaire des données parce que l'information est par les sensitive. On peut donc, par ricochet, tirer des conclusions quant à la maladie, quant aux médicaments qu'on consomme, etc. Et là, il y aurait pléthore de décisions que nous aimerions à faire, mais dont nous n'avons pas de majorité politique et surtout, il n'y a pas de produits sur le marché. Je pense que le point décisif que fait la politique, elle doit thésauriser de la confiance, même s'il paraît très difficile. Comme auprès du vote électronique, avec nos portails que nous voulons faire, nous devons thésauriser de la confiance parce que vous pouvez mieux l'évaluer. Pour moi, Dr Guilly, si un médecin face à face est en train donc de remettre un faux médicament auprès de la population, on dira, eh bien, ce n'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Les gens ont raison, mais on a une certaine compréhension. Tout le monde n'est pas à l'erreur, n'est pas à l'abri d'erreur. Si une machine se trompe en matière d'une fausse saisie ou quelque part un algorithme s'est complètement ficoté dans ce dossier électronique des patients, pour quelque raison que ce soit cyber ou pas, une attaque, un piratage, et qu'on délivre une fausse chose, eh bien là, ce sera donc un cataclysme d'avoir une confiance pour de tels systèmes numérisés. Je récapitule, mesdames et messieurs, le narratif est extrêmement complexe, enchevêtré, et je fais appel à vous, mesdames et messieurs, de poser des questions, les critiques, les opinions, quoi qu'il en soit. Vous connaissez donc une question, comme ça je peux aussi jeter le dé là, si une question arrive. Qui donc fait œuvre de sacrifice avant de ne partir pour Canossa? Que souhaitez-vous de la part de la politique? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous a déplu? Ce qu'a dit Madame Scamson? Tout au fond, alors il faut que je la visasse là. Attention, et hop, pouvez-vous peut-être aussi, eh bien, le jeter vers
cette personne et vous faites passer le message plus loin, en enjambant par intermédiaire peut-être la salle. On aura besoin d'un médecin peut-être s'il y a mort d'homme. Votre question après quelques difficultés. Tout d'abord, un grand merci pour vos propos, Madame, Monsieur. Si j'analyse les statistiques qui font foi, je constate qu'il y a donc au moins 13 pays qui ont offert des solutions qui caracolent en tête du progrès contrairement à nous. On pourrait aussi en faire des émules en matière de bonnes ou de meilleures pratiques. Est-ce qu'en Suisse, nous sommes autrement malades? Est-ce que nous fonctionnons différemment? Ou pourquoi cet étrange retard? Pourquoi est-on toujours à la queue leu-leu? Faut-il développer nos propres solutions ou pourrait-on profiter des autres? Comment le voyez-vous? Comme je l'avais déjà dit, nous devons apprendre des autres. La question est de savoir, et c'est un peu mon décor en trompe-l'œil, j'aimerais pas trop récuser, mais effectivement, eh bien, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a valorisé auprès de l'Estonie? Madame Gilly l'a dit, elle était très claire. Nous avons des médicaments qui sont ainsi remis, comme elle l'a expliqué tout à l'heure. Nous ne sommes pas assez proches de la base, mais peut-on pas prendre des Autrichiens qui sont à proximité? Docteur Gilly, oui, et nous le faisons déjà d'ailleurs. Je suis un peu désillusionné à travers l'apprentissage. Cela semblait très humain de répéter les mêmes bêtises que les autres et de répéter les conneries des autres avant de sortir de cette pénombre. Nous avons donc repris de la part des Autrichiens le dossier électronique. Il s'appelle Elga en Autriche. Et les Autrichiens ont aussi obligé les médecins, contrairement à la Suisse, d'être de la partie, et même pour les patientes et pour les patients. En Autriche, on a fait donc une solution d'option, c'est-à-dire une antinomie. Donc, les personnes qui ne disent pas non sont par définition donc dans ce genre. Donc, les gens ne veulent pas de ce produit apparemment. Donc, nous avons investi quelque chose dans un portail que, manifestement, nous aurions mieux investi ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que tout soit complètement perdu à tout jamais ou en voie de perdition parce que nous n'avons pu acquérir quelques informations, mais cela démontre que l'apprentissage des autres est entaché de finitude et semble être une tâche on ne peut plus difficile. Prochaine question. Peut-être là-bas, ça serait intéressant pour le lancement de DI. Vous n'avez pas de questions, mais peut-être par là. Qui est-ce qui veut poser une question? Oui, c'est devant. Attention, le D arrive. La question est peut-être un peu méchante pour les politiques. Ce sont des mesures concrètes. Donc, je me réfère au souhait de M. Müller. Donc, j'adresse ma question à lui. En quelle année est-ce qu'on va se retrouver? Et à Mme Gilly, comme représentante de la médecine, quelles sont les 2 mesures les plus importantes qu'il faut prendre pour que cela arrive? Très concret, M. Müller. En quelle année est-ce qu'on sera le numéro 5? Eh bien, c'est quand, dans la politique, on aura introduit la carte d'identité électronique. Et bon, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on doit vraiment agir de manière responsable. Donc, il faut aussi sécuriser tout cela. Et si je peux me référer encore une fois à l'e-voting, la Suisse n'est pas prête à numériser tout. C'est là que je vois le problème principal. J'espère que d'ici 5 ans, on aura vraiment avancé, qu'on aura créé les paramètres. Mais la question va plus loin. On a 80% des médecins qui n'ont pas de dossier électronique du patient aujourd'hui. Donc, la question est de savoir est-ce que ça va être intégré dans cette évaluation. Si on pouvait régler ça, on serait sûrement à la 8e ou 7e place. La question est de savoir de quoi est-ce qu'on tient compte. Si tous les hôpitaux sont numérisés, on va aussi avancer. Donc, ça trompe un peu. Est-ce qu'on va encore le vivre, nous? Moi, sûrement.
Les deux points très concrets, donc de votre part, Madame Gilly. Si je peux parler en tant que médecin et prestataire de service, on a besoin d'une prochaine génération électronique qui existe déjà sur le marché. Monsieur Müller vient d'un canton qui a investi beaucoup d'argent dans un très bon produit. Peut-être qu'on ne devrait pas être trop critique concernant ce produit EPIC des États-Unis. On a appris, Berne suit maintenant, et cela concerne le secteur hospitalier. Dans le domaine ambulatoire, on n'a pratiquement pas encore d'aide à la décision médicale. Les aides qui nous concernent surtout des facilités administratives. Nous, on se concentre sur des produits qui soutiennent la décision médicale et qui nous permettent de faire de la recherche, parce que dans le domaine des soins de base, on peut encore beaucoup apprendre. Les études sont souvent financées par l'industrie pharmaceutique et concernent certains groupes de patients qui ne représentent pas la population vieillissante en Suisse, qui est confrontée à toutes sortes de maladies. Donc là, on pourrait vraiment, on aurait besoin de beaucoup d'aide. On aimerait être soutenu et on aimerait aussi avoir la liberté de créer des conditions cadres qui nous permettent d'utiliser ces possibilités technologiques. Monsieur Müller a tout noté. Est-ce que vous êtes confiant maintenant? Je suis chef de projet, je résume toujours. Monsieur Müller a dit 5 ans. Et Madame Gilly dit, avec EPIC, tout ira bien. Point 1. Et point numéro 2, elle souhaite un système d'information de cabinet qui est au moins aussi bon comme EPIC. Je trouve ça bien que 500 personnes aient entendu dire cela. Merci pour ce résumé. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Donc, rapidement, s'il vous plaît, c'est possible? Et une toute petite question. On a beaucoup parlé du patient et de la prise en charge. Nous-mêmes, en tant que promotion de la santé, on travaille aussi dans ce domaine de prise en charge pour apporter plus d'approches d'encouragement de la santé. Comment est-ce que vous voyez ça, Madame Gilly? Comment réaliser plus d'approches de promotion de la santé? Il y a déjà plusieurs médecins qui investissent dans ce domaine et qui proposent des aides à la décision. Par exemple, quelles mesures préventives pour quel groupe de patients? Et là, on pourrait dire aussi pour quel groupe de clients, puisqu'il s'agit de prévention. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis de manière structurée et systématique? Est-ce que je vais y penser pour un patient alors que pour le suivant, je n'ai pas le temps et pour un autre, je dois me concentrer sur un autre problème? Donc, ce n'est pas le hasard et ce n'est sûrement pas non plus optimal pour la façon dont je peux soutenir ces mesures préventives. Et là, les outils numériques peuvent nous aider, mais ils doivent pouvoir être intégrés dans le logiciel que je peux utiliser au cabinet. Et il faut que ce soit facile à manier. Le pendant concerne le côté des patients. Donc le patient aussi doit être capable d'avoir accès à de telles applications numériques pour que du côté des patients, on sache aussi ce que je peux lui proposer, ou ce qui est utile pour la prévention. Et je crois que là, on n'y est pas encore, mais on voit déjà des progrès.
Bien, merci beaucoup à vous deux, Damien Müller et Yvonne Gilly. Restez en bonne santé. J'ai encore quelque chose pour vous. C'est du miel du toit du Kursaal. Il y a des ruches d'abeilles. Donc, bon courage. Et d'ici un an, on sera à la place 13,5. Merci.